Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de tremblement de terre ou séisme. On va commencer par essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement et pourquoi ils se produisent. Ensuite, on verra auxquels endroits ils ont lieu le plus fréquemment et pour finir on parlera des conséquences et des risques associés avec les tremblements de terre. Mais tout d'abord, j'aimerais bien que vous vous imaginiez un petit bâton en bois que vous fléchissez des deux côtés. Tant que vous appuyez, le bâton se plie. Mais dès que vous relâchez, le bâton revient à sa forme initiale. Que se passe-t-il? Lorsque vous appliquez une force, vous dépensez de l'énergie qui est transférée au bâton qui se déforme. Lorsque vous arrêtez d'appuyer, le bâton reprend sa forme initiale et pour faire cela, il rend à l'environnement l'énergie que vous lui avez donnée. Imaginez maintenant qu'au lieu de relâcher, vous continuez à presser sur le bâton jusqu'à ce qu'il se casse. Là aussi, lorsque vous appuyez, vous donnez de l'énergie au bâton. Et lorsque le bâton se casse, cette énergie est libérée dans l'environnement. Mais cette fois-ci, cette énergie, au lieu de faire redresser le bâton, est libérée sous des autres formes. Par exemple, sous forme de bruit, c'est pour cela que vous entendez le bâton craquer. Il est aussi possible qu'une petite partie de l'énergie soit libérée sous forme de chaleur. Ainsi, si vous touchez l'endroit où le bâton a cassé, c'est possible qu'il soit un peu plus chaud. Mais surtout, si vous faites attention, vous pouvez peut-être remarquer que lorsque le bâton se casse, il produit des petites vibrations. Or, il se passe exactement la même chose lors d'un tremblement de terre. Imaginez un endroit auquel, pour des raisons que nous verrons plus tard, les roches sont pressées dans deux directions opposées. Pendant un moment, apparemment, il ne se passe rien. Mais nous savons maintenant qu'en réalité, de l'énergie est en train de s'accumuler dans les roches. À un certain moment, comme le bâton, les roches arrivent à un point de rupture. Cela sera bien sûr après avoir atteint des contraintes et des quantités d'énergie beaucoup plus grandes que dans le bâton. Mais, exactement comme pour celui-ci, lorsque les roches se fracturent, une grande partie de l'énergie accumulée est libérée sous forme de vibrations. Ces vibrations prennent le nom de ondes sismiques. Les ondes sismiques partent de l'endroit où les roches se sont fracturées, ce qu'on appelle le foyer, et se propagent jusqu'à la surface de la Terre qui commence alors à trembler. De plus, normalement, lorsqu'une plaque de roche se casse, les deux côtés glissent soudainement l'une par rapport à l'autre le long d'une surface qu'on appelle une faille. Même si en théorie les tremblements de terre peuvent avoir lieu à n'importe quel endroit de la surface, en pratique, ils se produisent surtout le long de frontières de plaques, là où deux plaques tectoniques différentes se rencontrent. Pourquoi cela? Rappelez-vous que comme on a vu dans la vidéo dédiée à la tectonique des plaques, la couche extérieure rigide de la Terre, ce qu'on appelle la lithosphère, est cassée en une dizaine de morceaux plus ou moins grands qui bougent lentement l'un par rapport à l'autre, un peu sous l'effet de leur propre poids et un peu parce qu'ils sont entraînés par le mouvement du manteau qui se trouve au-dessous. Ces mouvements créent les contraintes, des tensions par exemple, ou au contraire des pressions, capables de casser la lithosphère, et donc de générer des tremblements de terre. Or, puisque c'est beaucoup plus facile de casser quelque chose à un endroit où il y a déjà une fragilité, par exemple parce que c'était déjà cassé avant, les séismes ont tendance à se concentrer le long des frontières de plaques. Les tremblements de terre peuvent être plus ou moins forts et donc libérer plus ou moins d'énergie en fonction de combien d'énergie a pu être stockée avant que la roche se casse. Historiquement, les scientifiques ont utilisé plusieurs échelles différentes pour mesurer les séismes, mais à présent, l'échelle la plus utilisée mesure la magnitude du moment sismique, c'est-à-dire la quantité d'énergie libérée par le séisme. Il s'agit d'une échelle logarithmique, ce qui signifie que chaque fois que l'on monte d'une marche dans l'échelle, l'énergie libérée se multiplie. Ainsi, un séisme de magnitude 5 libère environ 32 fois plus d'énergie d'un séisme de magnitude 4 et 32 fois 32 fois, donc presque 1000 fois plus d'énergie d'un séisme de magnitude 3. Le tremblement de terre le plus fort jamais enregistré a eu lieu près de la côte du Chili en 1960 et avait une magnitude de 9,6, ce qui correspond à environ l'énergie libérée par 56 milliards de tonnes d'explosifs. Des tremblements d'une telle magnitude sont assez rares, mais plus on descend en magnitude, plus les tremblements sont fréquents.
Les scientifiques estiment qu'à l'échelle de la planète, on a tous les jours plusieurs centaines de tremblements de terre. Mais heureusement, il y en a seulement environ une vingtaine par année que l'on pourrait décrire comme forts, c'est-à-dire qui ont une magnitude supérieure à 6,5. Lorsqu'un séisme d'une telle magnitude se produit, on peut s'attendre à avoir des dégâts importants aux structures et aux bâtiments des localités proches de l'épicentre. Malheureusement, il n'est pas rare que les tremblements de terre plus forts causent aussi des victimes écrasées par des bâtiments qui s'écroulent lorsque le sol vibre ou bouge. Mais l'écroulement des bâtiments n'est pas la seule façon dans laquelle les tremblements de terre peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Souvent, les séismes déclenchent à leur tour des autres dangers. Par exemple, lors d'un tremblement de terre, il n'est pas rare d'avoir plusieurs incendies causés par la rupture des conduites de gaz et l'effondrement des lignes électriques. De plus, lorsque les séismes affectent un terrain en pente, ils peuvent causer des éboulements. Parfois, surtout dans les régions côtières, lorsqu'un sol sablonneux est gorgé d'eau, les vibrations liées au tremblement de terre peuvent faire sortir l'eau du sol, qui se transforme alors en sable mouvant. Ce phénomène, qui s'appelle liquéfaction, cause souvent des inondations et dans des cas graves peut faire basculer des bâtiments entiers. Pour finir, lorsqu'un séisme a lieu dans les océans, le mouvement soudain du sol sous la mer peut causer des énormes vagues qui, une fois qu'elles atteignent la côte, peuvent être extrêmement dévastatrices. On appelle ces vagues tsunamis et on parlera de cela plus en détail prochainement. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une autre vidéo.